Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à ce rendez-vous 2020 du logement étudiant. Bonjour, vous nous entendez? Très bien. Connexion établie? Bon, parfait. Bon, c'est nettement moins convivial que les années précédentes, mais on fait avec. Merci de votre participation. C'est la 5e année, donc vous, vos prédécesseurs, nous faisions honneur de votre présence. Je vais tout de suite donner la parole. Merci à tous pour être là. Donc là, on est 130 participants environ. Et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Geoffron, administrateur provisoire de l'Université Paris-Dauphine PSL, qui ne nous accueille pas physiquement cette année, mais qui reste un partenaire de nos rendez-vous. Monsieur Geoffron, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Paris-Dauphine PSL, cela de manière virtuelle comme ça a été rappelé à l'instant, à l'occasion de la 5e édition des rendez-vous du logement étudiant, donc ce mardi 17 novembre 2020. J'aurais aimé pouvoir le faire dans la salle Raymond Aron que vous entreapercevez dans l'arrière-plan des organisateurs et la tradition des universités est de remplir des salles de conférence, de remplir des amphis, d'avoir des pauses café où se poursuit le débat et je ne doute pas que ce sera le cas lors des 6e éditions de ces rendez-vous. Comme vous le savez, si vous êtes des habitués de ces journées, elles correspondent à une conviction de longue date au sein de l'Université Paris-Dauphine PSL qui ont été impulsées par Laurent Bach, qui était alors président de Dauphine et qui est désormais président de la Fondation Dauphine, ce qui conduit aujourd'hui notre université à gérer un parc d'environ 600 logements, une soixantaine ayant été acquis via notre fondation et à peu près 200 pris en bail à Nanterre et à Saint-Ouen. Par ailleurs, le reste étant des places réservées chez différents bailleurs sociaux. Cette année, nous avons été en première ligne pour mesurer, compte tenu de la gestion de ce parc, l'importance durant le confinement, durant toute cette année très étrange et qui n'est pas terminée, l'importance de ce service offert aux étudiants, à la fois évidemment pour leur permettre d'être confinés dans des conditions plus soutenables que ça n'aurait été le cas peut-être dans une soupente, de pouvoir suivre des cours à distance dans de meilleures conditions et lorsqu'il n'était pas possible de rester dans ces logements, et bien de pouvoir rentrer chez leurs parents tout en étant de notre côté solidaires financièrement, ce qui évidemment n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et j'imagine que beaucoup d'universités sont dans notre cas, mais ça faisait partie évidemment de nos missions dans ces circonstances tout à fait particulières. J'ajouterai, avant de rendre la parole aux organisateurs, une note plus personnelle. Il se trouve que j'ai eu le grand privilège pendant 9 mois d'accompagner la Convention citoyenne pour le climat. Je sais à quel point les questions relatives au logement sont clés dans la transformation, dans la transition énergétique de notre pays et à l'évidence, la question du logement étudiant en fait partie. Pour l'ensemble de ces raisons, donc, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau cette année à Dauphine pour ces rendez-vous dont je serai un auditeur et un acteur très présent pendant ces 2 journées avec une hâte à pouvoir vous accueillir physiquement dès les 6e rencontres. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et je rends la parole aux organisateurs Nicolas et ou Philippe. Merci, Monsieur Geoffron. Oui, on espère tous être là l'année prochaine. Alors, un petit mot d'introduction, effectivement, avant de laisser la parole à Madame la ministre. D'abord, effectivement, vous remercie encore une fois d'être présent. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, hein, parce que ils ont fait confiance pour organiser cette 5e édition malgré la crise sanitaire. Sans eux, on n'aurait pas pu l'organiser. Donc, merci à eux. Vous retrouverez leurs témoignages, leurs projets dans Université et Territoire, que vous avez reçu normalement hier. Et par ailleurs, vous les entendrez intervenir dans les différents ateliers.
Alors, ces 5e rendez-vous donc, sont, pour nous, resteront forcément dans nos mémoires. C'est en tout cas notre souhait, car cela signifierait que nous pouvons à nouveau nous rencontrer, nous réunir, et que nos participants professionnels de la résidence étudiante peuvent à nouveau partager leurs réussites et leurs projets. Et surtout qu'ils peuvent à nouveau se rencontrer pour imaginer de nouveaux projets. Car, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les observateurs, le monde de la résidence étudiante, c'est avant tout une communauté professionnelle qui aime son métier. C'est une communauté de professionnels qui se doit d'être réactive pour suivre l'évolution très rapide des usages étudiants. C'est aussi une communauté qui a dû s'engager pour accompagner les étudiants pendant ces 2 phases de confinement. Enfin, c'est une communauté qui sait qu'elle va devoir se réinventer toutes les années, dans les années à venir, avec l'augmentation de la mobilité étudiante, la fragmentation du calendrier universitaire et maintenant l'accélération inéluctable du téléenseignement. Ces mouvements de fond, résultat de l'évolution du monde de l'enseignement supérieur, les professionnels du logement étudiant, la plupart du temps, les subissent, alors que leur rôle est essentiel dans l'attractivité et le rayonnement de notre enseignement supérieur. Pour répondre aux besoins importants, il nous semble qu'il faille répondre à 2 questions. Comment associer tous les acteurs et surtout les établissements qui connaissent mieux que quiconque leurs besoins et le besoin de leurs étudiants et chercheurs? Deuxième chose, comment inventer la résidence du futur, qui répondra aux évolutions de l'enseignement supérieur, et quels moyens nous donnons pour adapter notre réglementation? Entre les acteurs de cette communauté, pas de concurrence. Le besoin est tellement important, mais aussi tellement divers. Par la rencontre de tous ces acteurs, ces rendez-vous tentent de donner des pistes à court, moyen et long terme pour répondre à ces questions. Alors, Madame les ministres, encore merci pour votre participation et je vous laisse maintenant la parole pour vous adresser à nos participants. Merci. Merci beaucoup. Madame la ministre, cher Emmanuel, messieurs les directeurs des rendez-vous du logement étudiant, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, directeurs, mesdames, messieurs, je crois que nous sommes très heureuses de vous retrouver pour la 5e édition du rendez-vous du logement étudiant. Je voudrais, en préambule, remercier les organisateurs d'avoir maintenu ces rencontres dans le contexte sanitaire extrêmement tendu qui est le nôtre. En effet, il me semble qu'il est essentiel que nous puissions poursuivre nos échanges sur le logement étudiant en cette période de crise, parce que, sans mauvais jeu de mots, cela revient à nous interroger sur la meilleure façon de bâtir l'avenir. Je crois que nous partageons tous une même conviction autour de ces rendez-vous, c'est que le logement étudiant, et ça a été rappelé par les précédents locuteurs, ça n'est pas qu'un toit sur la tête des jeunes, c'est aussi une façon de les accompagner dans leur autonomie, dans leur réussite, et c'est l'antichambre de la société de demain qui se prépare dans ces logements. Alors, cette singularité, elle est de mieux en mieux prise en compte. Le logement étudiant n'est plus aujourd'hui un objet non identifié qui passait sous le radar des politiques immobilières. C'est devenu une question à part entière pour nos 2 ministères. Et c'est aussi à ces rendez-vous annuels qui fédèrent tous les acteurs du logement étudiant que nous devons cela. Cette spécificité, ça a aussi été rappelé, elle a été clairement mise en lumière lors du premier confinement pour les étudiants qui n'ont pas pu rejoindre leur domicile familial. Pour ceux qui avaient choisi dans un premier temps de rejoindre leur domicile familial et qui sont revenus dans leur logement étudiant, notamment pour des questions d'accessibilité à Internet, on voit que les résidences étudiantes et les résidences universitaires ont été bien plus que 4 murs. Elles offraient un accès privilégié aux ressources numériques, aux soins médicaux, aux soins psychologiques, au soutien alimentaire et à une vie sociale qui s'était néanmoins organisée. Pour les étudiants les plus fragiles, ce lieu leur permettait de garder un lien avec la communauté universitaire. Et je tiens une fois de plus à remercier l'ensemble des personnels des CROUS et du CNUS qui se sont mobilisés pour nos étudiants. Le logement, c'est un déterminant majeur de la vie étudiante, selon son prix, son accessibilité, ses prestations. Il peut être un frein ou un accélérateur du bien-être et de la réussite des étudiants, mais aussi de l'attractivité des établissements sur l'ensemble du territoire.
C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 3 ans et demi, nous avons décidé de faire pencher la balance du bon côté en approchant le défi du logement de la manière la plus globale possible, avec évidemment l'ambition de faire plus, mais aussi l'ambition de faire mieux pour ces logements. D'abord en les adaptant aux besoins des étudiants. Et ça a été une réponse apportée par la réhabilitation et par l'innovation dans les logements. Dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020, l'État a financé des opérations à hauteur de 100 millions d'euros pour le réseau des œuvres et évidemment cet effort sera reconduit et il sera amplifié par le plan de relance avec le volet rénovation thermique. Vous le savez, c'est une enveloppe de 4 milliards, dont 2,7 milliards pour les bâtiments de l'État. Et les Crous ont déposé plus de 150 dossiers pour un montant global d'opération de 470 millions d'euros. Et voilà, bien sûr, nous continuerons à les accompagner. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus de 90% du parc Crous qui a été rénové, que c'est la programmation de 25 000, des 25 000 dernières chambres à rénover qui est faite jusqu'à 2025 et que c'est un véritable saut qualitatif. Je crois qu'on peut dire que la chambre de 9 mètres carrés, sans douche, sans kitchenette, appartiendra bientôt au passé et je pense que c'est une très bonne chose. Le logement étudiant, c'est aussi un lieu où doivent pouvoir se conjuguer toutes les facettes de la vie étudiante. Travail et loisirs, intime et social, sportif, culturel. C'est pourquoi il faut penser ces logements de façon plurielle et modulaire pour répondre à la diversité des besoins. Nous avons de très, très beaux exemples où l'on peut trouver des salles de travail collectives, des studios de musique, des zones de détente. On a eu l'occasion d'en visiter avec Emmanuel et où on y a de plus en plus de services, des cours de cuisine au tutorat. Et je tiens aussi à saluer tout ce qui se développe dans les résidences de la réussite. Le défi se situe aussi en amont, au niveau du parcours résidentiel des étudiants. Et là aussi, nous l'avons accompagné avec la plateforme Locavise, la garantie Visal, le bail mobilité pour adapter les contrats de location à la durée des cycles de formation, ou encore l'offre Bed & Crous qui permet de répondre aux besoins de séjours courts. Et puis un troisième défi dont nous nous sommes emparés et qui est en réalité la clé de tous les autres, c'est celui de la connaissance du logement étudiant. En effet, il est impossible de construire un concept de logement étudiant et donc impossible de conduire une politique immobilière cohérente sans avoir une vraie vision de l'état de l'offre et des besoins des territoires, aussi bien que de l'attente des étudiants. Et cette vision, elle ne peut s'appuyer que par des connaissances qui se trouvent sur le terrain. C'est pourquoi l'Observatoire national du logement étudiant a été créé, relié à des observatoires territoriaux qui permettent de faire remonter les points de vue et les attentes des acteurs locaux. Ces 25 observatoires territoriaux qui ont été labellisés à ce jour, 5 qui sont en passe de l'être. Et pour ceux qui fonctionnent depuis le plus longtemps, on voit déjà à quel point ils sont des outils précieux d'aide à la décision et ils nous permettent d'avancer dans les territoires qui en sont dotés. Parallèlement, il nous faut recenser les logements disponibles et les constructions en cours. Et ça se poursuit grâce à la base de données clé qui a été mise en place en 2018. Et puis enfin, les acteurs eux-mêmes se sont engagés en faveur de démarches particulières. Et ce sont là des changements d'approche qui sont déterminants pour enclencher une nouvelle dynamique. Nous le savons, il nous faut aujourd'hui tous redoubler d'efforts. La pénurie de logements étudiants reste le défi numéro 1. Aujourd'hui, ce que nous dit la base clé, c'est qu'il y a 350 000 logements étudiants, dont 175 000 dans les résidences Crous. Le travail d'identification n'est malheureusement pas encore achevé, mais néanmoins, on peut dire que l'offre est clairement en deçà de la demande. Et c'est d'autant plus important d'arriver à avoir cette vision que nous sommes face à un phénomène préoccupant lié à la crise sanitaire, qui est que les étudiants les plus vulnérables, ceux qui dépendaient de jobs étudiants, eh bien,
se trouvent confrontés à des difficultés aussi et à des menaces de paupérisation. C'est pourquoi, là aussi, le gouvernement a décidé de les accompagner par de très nombreuses mesures, que ce soit le ticket Resto U à 1 euro, l'aide de sortie de confinement à 200 euros, ou encore, plus récemment, l'aide de 150 euros qui sera apportée à tous les étudiants boursiers. Et puis, la contribution de la vie étudiante et de campus pour les accompagner sur la question d'aide alimentaire, mais aussi d'aide financière d'urgence qui parfois sont nécessaires pour payer leur loyer. Tout cet accompagnement financier que l'État a mobilisé, notamment au travers du plan Un jeune, une solution, c'est une chose qui est importante, mais néanmoins cet accompagnement ne sera rien sans l'accompagnement humain. Et c'est pourquoi, je le sais et je tiens à vous en remercier tous, vous êtes pleinement mobilisés pour accompagner les jeunes dans cette période. C'est très important que nous puissions multiplier les entretiens, leur permettre de s'exprimer et d'exprimer leurs angoisses au sein même de ces résidences étudiantes. Et c'est pourquoi le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques jours, chaque résidence universitaire Crous pourra bénéficier d'étudiants référents qui repéreront les situations de mal-être et assureront les persistances d'une vie étudiante adaptée aux règles sanitaires, de façon à ne pas laisser les étudiants seuls et à ne pas les laisser s'isoler. Tout ceci pour vous dire que c'est très important que nous travaillions de façon collective à la fois à la définition de ce qu'est un logement étudiant et des différents services qui doivent y être associés, et que nous passions donc à la vitesse supérieure pour avoir des logements qui soient accessibles. Je ne reviens pas sur la question de l'accessibilité handicap, mais qui est évidemment aussi une préoccupation. Des logements qui soient aussi adaptés au mode de vie des étudiants. Vous savez aussi, et je terminerai là-dessus, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, et nous en parlons souvent avec ma collègue Emmanuelle Wargon, le sujet sur lequel nous devons avoir plus de visibilité, c'est l'emprise foncière, de manière à trouver des lieux où construire ces résidences étudiantes. Nous avons engagé un recensement qui a permis d'identifier une centaine d'emprises foncières de l'État pour accueillir des résidences universitaires. À partir du moment où ces emprises foncières sont identifiées, les choses peuvent s'accélérer à condition que les acteurs se connaissent, se parlent, aient une relation de confiance. Mais d'ores et déjà, que ce soit à Besançon, à Avignon ou à Paris, avec la réhabilitation du site Cuvier qui permettra la création de 400 logements, identifier ces fonciers est une étape essentielle pour avancer. C'est donc une fois de plus la force du collectif, la collaboration entre les promoteurs, les constructeurs, les élus, l'État, les établissements d'enseignement supérieur, les Crous, les associations, et puis bien sûr les acteurs incontournables que sont la FNAE et la VUF, que l'enjeu du logement étudiant pourra être appréhendé et nous permettra de faire des choix et de dépasser les frontières souvent stériles entre public, privé et social. Il faut que nous puissions de mieux en mieux travailler en synergie. C'est le sens de la convention qui a été signée et qui rapproche les réseaux de l'Union sociale pour l'habitat, le CNUS et la CPU, qui a été signée le 2 octobre dernier et qui a déjà permis de lancer des partenariats à Bron, à Grenoble ou encore à Créteil. Je connais tous les efforts que vous déployez pour prendre en compte aussi, et c'est essentiel, l'enjeu environnemental, et ça a aussi été évoqué, que ce soit dans la conception des bâtiments, le choix des matériaux, dans l'organisation au sein des résidences. Vous savez que nous avons des jeunes qui sont aussi extrêmement inquiets de leur avenir et qui sont soucieux de participer à la préservation de nos ressources avec le recyclage ou avec la réduction des dépenses énergétiques. Je sais que vous allez consacrer une visioconférence à ce sujet, au sujet du développement durable, et c'est bien sûr là aussi essentiel. Et puis enfin, je sais que vous avez aussi,
pour certains d'entre vous au niveau local le souci d'encourager les expérimentations autour des cohabitations entre générations, autour de colocations entre étudiants engagés dans la vie de leur quartier. Autant d'actions qui souvent permettent d'allier à la fois le logement et la solidarité et que, bien sûr, je soutiendrai toujours. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin et vous réaffirmer que la réalisation de notre ambition commune, elle dépend de nous tous et de notre capacité à jouer chacun notre rôle et à conjuguer nos efforts. Nous devons être responsables ensemble et c'est comme ça que nous y arriverons. Il suffit de regarder le chemin déjà parcouru, les montagnes qui ont déjà été soulevées et je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif d'offrir des logements de qualité à l'ensemble de nos étudiants et de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, cher Frédéric. Mesdames, Messieurs les Présidents, à mon tour d'abord de remercier les organisateurs. Alors moi, c'est ma première rencontre du logement étudiant, la 5e, la première en virtuel. Et donc, j'espère effectivement qu'on aura la possibilité d'avoir cette rencontre de façon physique. Je voudrais vous remercier de l'avoir maintenue et dire que j'ai évidemment une pensée pour tous les étudiants qui, eux aussi, vivent cette période de confinement, ce passage au distanciel, et dire à quel point, effectivement, le logement est important, à la fois dans cette période particulière et en général. Vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère du Logement travaillent vraiment main dans la main pour le logement étudiant. Je voudrais remercier Frédérique Vidal pour l'énergie, pour l'impulsion qu'elle y met, pour sa détermination et aussi, bien sûr, pour l'intervention qu'elle vient de faire qui dresse un panorama à la fois très complet et très exhaustif de l'action du gouvernement. Je vais donc me concentrer sur 3 sujets qui sont à la fois des priorités générales en matière de logement et qui sont applicables au logement étudiant en tant que tel. Le premier sujet, c'est le développement de l'offre de logement. En France, en général, nous manquons de logements. Nous construisons normalement, dans la dernière période, 450 000 logements. Dans la période la plus significative, on a atteint les 500 000. Là, en ce moment, nous savons que compte tenu du Covid, nous serons probablement en dessous de 400 000, on sera à 390 000 en gros sur les 12 derniers mois. Et donc, le développement du logement en général est une priorité nationale. C'est une priorité qui ne dépend pas que du ministère du Logement ou du gouvernement, qui dépend de tous les acteurs. Donc, je voudrais vraiment renforcer l'appel de Frédéric au partenariat parce que c'est tous ensemble qu'on y arrivera pour le logement et pour le logement étudiant. Pour le logement étudiant en particulier, la dynamique en 2019 était plutôt bonne, notamment sur la partie logement social étudiant. Là, notre objectif est de maintenir les agréments logements sociaux autant que possible, tous logements sociaux confondus au niveau de l'année dernière. Notre objectif est à 120 000. J'espère que nous serons en réalité au-dessus des 100 000 et je salue tous les acteurs du logement social qui sont présents lors de cette rencontre. Pour les logements sociaux, nous avions, après une dynamique autour de 7 500 par an, une petite baisse de régime en 2018 et une année plutôt prometteuse en 2019. On sait qu'on peut potentiellement tangenter les 10 000 et donc c'est vraiment un objectif à continuer à atteindre en matière de logement social. Mais le logement étudiant, en fait, il se développera suffisamment vite si nous travaillons sur les 3 segments en même temps. L'offre directement portée par le CNUS et les CROUS, et je voudrais remercier Dominique Marchand et les CROUS pour leur action extrêmement efficace en la matière, l'appui des bailleurs sociaux, l'intervention des bailleurs sociaux, l'identification du logement social comme un objet à part entière pour les bailleurs sociaux, et c'était l'objectif de la convention que nous avons signée ensemble à Metz le 2 octobre dernier entre le CNUS, l'USH et la CPU, et la mobilisation des promoteurs privés. Et je crois qu'il faut que ces 3 moteurs marchent en même temps parce que le logement étudiant privé a toute sa place, en particulier s'il arrive à sortir à des prix qui permettent à des étudiants de se loger dans de bonnes conditions. Vous l'avez dit, et Frédéric Vidal l'a dit aussi, la mobilisation du foncier est importante pour le développement de l'offre. Le premier recensement est prometteur et il permet d'identifier entre 100 et 150 sites qui vont peut-être nous permettre de faire des projets.
Et enfin, c'est important de continuer à mobiliser le parc existant. Et je peux vous confirmer que nous publierons bien début 2021 le décret de la loi Élan qui permet d'ouvrir la possibilité de réserver prioritairement des logements du parc social existant aux jeunes de moins de 30 ans. Ceci fait le lien avec la deuxième priorité du ministère qui s'applique aussi au logement social, qui est la réhabilitation et la rénovation des logements et des logements étudiants. Je sais que Patrice Geoffron en a parlé tout à l'heure en faisant le lien avec la Convention citoyenne pour le climat. Le bâtiment en France est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc la rénovation des bâtiments est absolument impératif en général. En ce qui concerne le logement social et le logement étudiant, nous avons beaucoup de résidences qui nécessitaient une rénovation lourde et un programme de rénovation très ambitieux a déjà été lancé. Je trouve très encourageant les 150 dossiers CROUS qui ont été déposés lors de l'appel à projet que le gouvernement a lancé sous l'égide du MESRI avec le ministère de l'économie et des finances et de la relance et le ministère du logement. 470 millions d'euros ont été sollicités pour la rénovation des logements étudiants dans une enveloppe totale qui fait 2,7 milliards pour la rénovation des bâtiments de l'État. Nous avons enfin, grâce au plan de relance, la possibilité d'investir extrêmement massivement dans la rénovation du logement étudiant et du logement en général et de passer vraiment un cap, une étape. Quand on fait une rénovation énergétique, en fait, on fait une rénovation qualitative en profondeur. Et c'est aussi l'occasion de passer du modèle ancien de la résidence avec des toutes petites chambres et des services partagés à l'amélioration qualitative des logements, comme Frédéric le voit à chacun de ses déplacements et comme j'ai pu le voir dans certains des miens. Le plan de relance prévoit aussi une enveloppe de 500 millions d'euros pour la rénovation des logements sociaux. Et dans ces 500 millions d'euros, on peut tout à fait imaginer que les logements sociaux étudiants soient très représentés ou surreprésentés. J'y suis très favorable. Enfin, le troisième pilier que je voulais présenter ce matin, c'est l'accès et la protection des étudiants dans le logement. Là aussi, la fluidité de l'accès au logement et la protection dans le logement est une priorité générale du ministère du Logement qui s'applique en particulier aux étudiants, d'où la réforme que nous menons sur les aides personnelles au logement. Comme vous le savez, nous changeons le système de calcul avec la base ressources puisque nous passons aux APL en temps réel au 1er janvier prochain. Et je voudrais vous rassurer en vous disant qu'aucun étudiant ne verra son niveau de prestation baisser avec cette réforme et qu'au contraire, avec la mise en place d'un forfait ressources étudiantes à la place du plancher existant, les étudiants qui travaillent verront leur APL augmenter en fonction de leurs revenus. Frédéric a aussi évoqué Visal, c'est un dispositif très important. Je salue Action Logement, dont je crois qu'ils sont partenaires et j'imagine présents ce matin. C'est un dispositif qui marche bien, qui a fait ses preuves. 40 000 sur les 10 premiers mois de 2018, 80 000 en 2019, le même ordre de grandeur en 2020. Très simple d'accès, c'est un véritable succès et je crois qu'on peut capitaliser sur cette réussite et éventuellement imaginer un élargissement. La protection des étudiants dans le logement, la protection de leurs ressources, la facilité d'accès est aussi, je crois, une priorité qui nous est commune, en complément de toutes les aides que Frédéric Vidal a rappelées, qui ont été versées cette année pour soutenir le revenu des étudiants dans cette période difficile. Donc voilà, la politique du développement du logement étudiant, elle est vraiment à la frontière et du coup à l'intersection de nos deux ministères. Côté logement, c'est un des éléments très importants du développement de l'offre, de l'amélioration de l'offre et de la protection des personnes dans le logement. Côté vie étudiante, c'est un élément indispensable, essentiel de la vie étudiante et de la réussite des études. Donc, à mon tour de vous dire à quel point je suis mobilisée, mon ministère est mobilisé et à quel point, ensemble, et ce sera mon mot de conclusion, nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux, mais ensemble, c'est à la fois tous les départements ministériels concernés, mais ensemble, c'est aussi toute la chaîne de production, des élus locaux qui acceptent de mettre à disposition des terrains, à tous les gestionnaires, à tous les financeurs, à tous les opérateurs. Et donc, la feuille de route, c'est une feuille de route commune et l'ambition, c'est ensemble que nous la réaliserons. Merci. Merci, Madame la Ministre. Alors, comme le temps est compté, donc on a sondé un peu nos partenaires pour essayer de synthétiser quelques questions que je vais vous soumettre de suite.
si vous voulez bien, comme ça qu'on puisse avoir un peu de temps pour avoir votre réponse sur ces questions. Je vais aller vite. Une première question, c'est sur le plan 60 000, justement, puisqu'on en parle. Tout un tas de participants se posent la question de savoir s'il existe encore, tout simplement parce qu'il n'y a plus de comité de pilotage depuis 2 ans, que le décompte semestriel qu'on avait avant n'est plus communiqué, et puis surtout sur un sujet qui n'a jamais été tranché depuis le départ, qui est la question du périmètre. Par exemple, si on prend Dauphine, nous avons une résidence en libre qui a été fondée par Dauphine, qui a été montée par Dauphine, avec des loyers qui sont plutôt justement adaptés en fonction du critère social des étudiants. Aujourd'hui, on ne sait même pas si cette résidence est comptée ou non dans le périmètre. Ça, c'est la première question sur le plan 60 000 et sur le périmètre. La deuxième question, c'est que pendant ces rencontres et dans les discussions avec vos services, un certain nombre de problèmes ont été soulevés comme frein à la production. La question des charges locatives pour le logement social et du décret charge habituel qui n'est pas adapté au logement géré comme le logement étudiant. La question de résidence mixte, jeunes actifs, étudiants en mobilité. La question de l'article 109 dans l'ancien. Donc, un certain nombre de raisons. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas enfin mettre en place des groupes de travaux pour étudier ces questions-là et voir comment on pourrait avancer sur ces questions. La troisième question qui nous est revenue par plusieurs intervenants, plusieurs partenaires, c'est la question du dispositif expérimental du court séjour dans les résidences. Voilà, vous en avez entendu parler. A priori, un rapport est prêt, n'a pas été rendu au Parlement encore. Et donc, on a un petit souci, enfin, les acteurs ont un souci juridique, c'est que l'expérimentation finit au 30 décembre. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du 1er janvier? Est-ce que le court séjour et comment, à partir du moment où l'expérimentation n'est pas prolongée, est-ce que vos services vont pouvoir être un peu conciliants sur ces questions-là? La quatrième question, pour aller très vite, c'est la question du foncier. Vous en avez parlé. Et justement, du foncier, du protocole d'accord, et ainsi de suite. Grosso modo, la question que se pose un certain nombre d'exploitants, sociaux ou privés, c'est de se dire c'est que l'État privilégie son acteur public, c'est totalement normal. Vous l'avez dit, un certain nombre de rénovations devait être fini, qui n'avait jamais été fini. Mais est-ce qu'à un moment donné, la question que se posent ces opérateurs, c'est qu'est-ce qu'ils vont être associés aujourd'hui, par exemple, aux constructions sur les fonciers universitaires. Donc, c'est une question que se pose un certain nombre d'acteurs. Comme vous l'avez rappelé, ces acteurs hors Crous, c'est quand même 50% du logement dédié en France sur les étudiants. La cinquième question, c'est la construction industrielle et modulaire. Il y a déjà eu une expérimentation en 2010 lancée par le CNUS qui a abouti à une dizaine de résidences qui existent, qui sont occupées aujourd'hui. Et tous les acteurs qui sont lancés dans cette filière sont en attente de la suite. Comme son nom l'indique, la construction industrielle a des avantages quand elle fait de manière industrielle. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut envisager demain un nouvel appel à projet sur la construction industrielle massif? La dernière chose, c'est sur la précarité étudiante en général. On va reprendre le petit bout de la lorgnette, mais M. Castex, donc effectivement, a annoncé d'aider au recrutement d'étudiants dans les cités universitaires. La question que se posent les partenaires, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir aussi avoir droit à des personnes dans leur résidence, puisque comme vous le dites, ils sont aussi associés à l'encadrement des étudiants et l'accueil des étudiants. Voilà très rapidement 6 questions que nos partenaires ont souhaité vous poser. Merci. Bien, merci à vous pour l'ensemble de ces questions. Alors, il y en a qui sont extrêmement précises, il y en a qui sont beaucoup plus larges. Donc, d'abord, sur la question du plan 60 000, je pense qu'il n'y a pas de raison de remettre en question ce plan. Néanmoins, je pense qu'il n'aura échappé à personne que nous sommes dans un contexte un tout petit peu particulier et que l'objectif, c'était aussi d'améliorer globalement la qualité du logement étudiant. Alors,
j'allais dire que l'État a pris ses responsabilités, notamment sur les questions de rénovation et sur les questions d'innovation et sur les questions d'usage de ces résidences. Parce que ça, c'est quelque chose qui, si je peux l'exprimer ainsi, ne dépend que de l'État hein, et de ses opérateurs. Mais quand on parle logement étudiant, en fait, on a énormément d'acteurs. Et moi, je le vois quand je me rends sur le terrain. C'est parce que autour d'une table, il peut y avoir à la fois les établissements, les CROUS, des bailleurs sociaux, du privé, des élus locaux. On est capable de trouver un terrain et de regarder quels sont les modes de financement ou quels sont les modèles économiques qui peuvent convenir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait depuis Paris et depuis les ministères. C'est quelque chose qui doit se faire de façon collégiale et qui doit se faire partout sur le terrain. Et donc, par rapport à la question que vous évoquiez, au fait que parfois les bailleurs sociaux ou les bailleurs privés se sentent exclus des discussions, vous comprenez bien que moi, je peux parler à mes opérateurs, je peux leur demander de faire des choses pour le compte de l'État, je peux difficilement le faire avec d'autres acteurs. C'est tout le sens de la convention qui a été signée. Le fait de pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs. Et bien sûr, si d'autres acteurs veulent s'associer à cette convention, ce sera avec plaisir. Parce que je pense que ça ne peut pas fonctionner uniquement dans un système descendant. Le gros travail qui a été fait de recensement de foncier État, on voit bien que ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'on travaille avec les élus, avec les collectivités, avec les plus des villes. Et que donc, à chaque fois, il faut que les choses se fassent au plus près du terrain. Mais oui, bien sûr, l'objectif, c'est que nous puissions avancer tous ensemble. Et je crois que c'est ce que notre présence ce matin démontre. Oui, nous allons mettre en place des groupes de travail, parce que vous avez raison, les comités de pilotage ne se sont pas réunis depuis un moment, mais parce qu'en réalité, un comité de pilotage, il peut piloter quand il s'appuie sur des chiffres, des données, de manière à pouvoir impulser des stratégies. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, et nous en avons encore discuté ce matin même, dans l'incapacité d'identifier le nombre de logements étudiants du secteur privé. Nous n'avons pas ces informations. Donc oui, il faut qu'il y ait des groupes de travail qui se mettent en place, des gens qui ont des missions qui leur sont confiées, qui représentent l'ensemble des acteurs, qui fassent remonter des indicateurs, de manière à ce qu'ensuite les comités de pilotage puissent avoir un rôle de décision et un rôle stratégique. Mais décider sur rien et en n'ayant aucune base, c'est vrai que ça me paraît compliqué. On ne va pas faire des comités de pilotage pour le plaisir d'en faire. Donc, l'objectif, c'est les prochains comités de pilotage au printemps et d'ici là, des groupes de travail qui vont avoir des questions précises qui leur seront posées et où tous les acteurs devront se mettre autour de la table. Quand on a identifié un foncier, ce qui est important aussi, c'est de regarder quel est le meilleur opérateur pour faire la maîtrise d'ouvrage sur ce foncier. Ça veut dire qu'il faut que là aussi, dans ces groupes de travail, cette fois-ci, qui vont se constituer pour, de manière très pragmatique, aboutir à du logement et à de la construction de logements, il faut qu'on regarde tous les aspects. Qui est le mieux placé pour la partie construction, comment se passe ensuite la gestion de la résidence et comment faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. On peut difficilement se trouver dans des configurations où le gestionnaire perd de l'argent à gérer des résidences. Donc, c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on aborde et je crois qu'il faut qu'on l'aborde de manière tout à fait transparente, quitte à ce que chacun dise ce qui ne va pas, parce que si on n'exprime pas ce qui ne va pas et qu'on se contente de dire ça se passe mal, machin est favorisé ou truc ne veut pas parler à bidule, eh bien en réalité, on n'a pas de solution. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des solutions. Donc oui, on peut confier la maîtrise d'ouvrage à des bailleurs sociaux et ensuite confier l'exploitation aux CROUS, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut que dès le départ, ça se fasse en confiance et que ça se fasse réellement en partenariat. Et il faut qu'on étudie aussi la question du modèle économique. Très précisément, la résidence qui a été construite à Dauphine. Alors, je dois vous dire qu'en réalité, si on prend les règles qui étaient celles du plan 40 000, non, la résidence qui vient d'être construite à Dauphine ne rentre pas dans ces critères,
puisqu'elle est un peu trop chère pour être considérée comme du logement social. Néanmoins, je pense que là aussi, il n'y a pas de doctrine et les choses sont faites pour évoluer. Si notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les étudiants qui cherchent un logement étudiant puissent en avoir un, je pense qu'il faut qu'on examine et que l'on fixe clairement les critères qui permettent d'inclure les résidences dans le plan 60 000. Et on n'est pas obligé de garder les critères du plan 40 000. Et donc, c'est aussi évidemment un travail qui doit pouvoir être fait. Et enfin, pour terminer, pour ne pas être trop longue, sur la question de la construction modulaire que vous abordez, il y a eu effectivement une phase d'expérimentation. Il faut aujourd'hui qu'on la clôture et il faut qu'on en tire les conclusions pour rentrer dans les phases de déploiement. Alors, je sais que de ce point de vue-là, les producteurs ont encore amélioré le produit de manière à avoir des logements individuels et collectifs qui soient encore de meilleure qualité. Il faut néanmoins qu'on regarde le devenir des résidences étudiantes de type modulaire qui ont été construites, regarder comment elles vieillissent, regarder quelles sont leurs performances énergétiques. Voilà. Donc, clôturer l'expérimentation, en faire rapidement un bilan et puis pouvoir donner de la visibilité sur un carnet de commandes pour structurer la filière industrielle, puisque en réalité, le fait qu'il n'y ait pas cette visibilité fait que, et c'est bien normal, les filières industrielles s'interrogent sur la pertinence de continuer à ça. Donc, ce sera aussi la mission d'un groupe de travail spécifique dans le cadre de la préparation du comité de pilotage pour associer là encore l'ensemble des acteurs sur ce sujet et que nous puissions avoir des propositions très opérationnelles sur cette question de la construction modulaire. Et enfin, pour la toute dernière question qui était là aussi, elle, très spécifique, sur la question des référents dans les résidences universitaires, vous comprendrez que c'est un peu compliqué d'affecter des agents sous contrat public dans des résidences privées. Mais évidemment, si vous souhaitez créer de l'emploi étudiant pour avoir le même genre d'accompagnement dans vos résidences, je ne peux que vous y encourager. Mais ça ne concerne évidemment que les résidences qui sont sous pilotage Réseau des œuvres pour le moment. Merci. Donc, en complément de tout ce que Frédéric a pu dire sur le plan 60 000, donc je rejoins la préoccupation de continuer à travailler sur ce plan. Il n'est pas du tout abandonné, mais il faut qu'on y travaille. Et je rejoins l'idée de dire les comités de pilotage, c'est bien, mais c'est mieux quand on a de la matière qui permet d'analyser et de prendre des décisions. Et sur la partie purement privée, je pense que ça peut être l'occasion aussi, avec R, d'ouvrir la discussion du modèle économique, en fait. Parce que vous posez la question à travers la question des charges. Je sais que Julien de Normandie avait ouvert une mission avec le CGEDD pour voir si on peut rouvrir le sujet général des charges locatives imputables, ce qui est un espèce de serpent de mer du ministère du Logement et qui est un sujet compliqué. Mais derrière la question des charges se pose la question du modèle économique. Quel coût de construction, quel coût de fonctionnement, quels services associés, quel équilibre économique dans le champ privé et quel niveau de prix in fine, puisque c'est bien la question et ça ramène à la question de comment on compte. Parce que les résidences étudiantes de très très bonne qualité avec de très très belles prestations qui sont au prix du marché libre à 650 € la chambre ou le studio, c'est un produit, mais ce n'est pas un produit qu'on va comptabiliser dans l'accessibilité des étudiants au logement. Et du coup, la question de qu'est-ce qu'on compte, elle va avec la question du modèle économique, qui va avec la question des charges. Et je vous propose qu'on ouvre un groupe de travail carré sur ce sujet-là, ce qui permettra de savoir qu'est-ce qui existe en matière d'offres de logements étudiants privés, quelle est la partie de cette offre qu'on comptabilise dans le plan 60 000, et est-ce que le modèle économique global est soutenable ou pas, et y a-t-il besoin d'évolution de ce modèle économique? On n'a pas parlé des outils de défiscalisation, mais eux aussi arrivent à expiration fin 2021, donc je pense que c'est un bon moment pour se demander quel est le support économique nécessaire
pour favoriser une offre privée. Et quelle est l'offre privée qu'on veut favoriser et quelles sont les contraintes, si je peux dire, les lignes directrices de cette offre. Sur le dispositif expérimental, moi, je suis favorable à ce qu'on puisse continuer un dispositif de ce type, c'est-à-dire l'optimisation de l'utilisation des chambres et la possibilité de les louer à courte période entre janvier et juin pour optimiser le taux de remplissage des résidences. Il arrive à expiration en janvier, on a un problème de base législative, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu la possibilité de proroger de façon législative. Il faut que le rapport soit rendu. Donc, moi, je vais retourner vers la DHUP et faire en sorte que les travaux se terminent, les travaux d'analyse de l'expérimentation, que le rapport puisse être produit et rendu public. Et sur cette base-là, on verra quelle feuille de route on se donne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une base législative nouvelle ? Est-ce que finalement, on peut le faire avec des outils réglementaires ? Si on a besoin d'une base législative nouvelle, dans quel texte est-ce qu'on peut la proposer ? Et donc, comment relancer ce sujet ? Sur le foncier, je pense que Frédéric Vidal a très largement répondu. Et une partie de la réponse est dans du foncier État, mais pas que. Et donc, vraiment, c'est aussi une discussion avec les élus et avec des acteurs privés. Et quand un promoteur ou quand un acteur a un projet foncier, comment est-ce qu'on peut imaginer que dans ce projet, il y ait un volet logement étudiant ? Et puis, sur le sujet modulaire construction industrielle, c'est une préoccupation transversale du ministère. Atteindre des résidences ou des logements qui sortent à des loyers raisonnables nécessite une optimisation du coût du foncier, puisque souvent, c'est le foncier qui est cher, et une optimisation du coût de la construction elle-même. Et donc, l'industrialisation de la construction, dans toutes ses composantes, y compris la production hors site, y compris la création de modulaires, c'est une bonne manière de répondre. Et après, ça peut être de la construction faite comme ça, mais qui reste durable, ou ça peut être de la construction intercalaire, c'est-à-dire on assume qu'en fait, on a un projet qui va s'installer sur un terrain qui n'est pas disponible pour l'éternité, mais qui est disponible quelques années. Et ces deux composantes-là sont intéressantes. Donc, tout à fait partante pour faire une évaluation formelle des premières constructions modulaires. Maintenant, on a du recul. Et potentiellement intéressé pour lancer une expérimentation ou un appel à projet nouveau, un appel à manifestation d'intérêt, sur la base de l'évaluation. Parce que sinon, c'est pareil, on passe d'expérimentation en expérimentation et on ne regarde jamais le résultat de ce qu'on a fait, ce qui me semble ne pas être une démarche scientifique. Or, le ministère promeut les démarches scientifiques à raison, et vous aussi, donc on va essayer de le faire en ce sens. Voilà les quelques éléments complémentaires que je voulais apporter. Merci mesdames. Oui, effectivement, démarche scientifique en ce moment, en plus avec la situation sanitaire, je pense que c'est utile. Merci mesdames. Donc, à la suite, avec ces groupes de travail, donc le futur comité de pilotage préparé avec ces groupes de travail. Donc, on va clore cette séance inaugurale. Je remercie tous les participants. Merci encore à nos partenaires. Vous trouverez donc prochain rendez-vous, donc les ateliers cet après-midi à partir de 14h15, 14h30, justement sur la construction modulaire. Et puis un deuxième atelier sur la question des étudiants ultramarins, à la fois dans leur offre et jeunes ultramarins, étudiants et jeunes dans les dom-toms, à la fois sur place, sur le logement dans résidence sur place, et à la fois et surtout presque dans leur accueil en métropole. Donc, je vous rappelle quelques éléments techniques. Vous devez recevoir, donc, pour les conférenciers et les participants, vous recevez les mails 24 heures avant les ateliers dans lesquels vous êtes inscrits. Pour les participants, vous recevez 24 heures avant des mails pour tous les ateliers, donc c'est à vous de choisir ce à quoi vous voulez participer. Si certains conférenciers n'ont pas reçu les mails 24 heures avant leur atelier, qu'ils nous préviennent tout de suite, qu'on voit comment régler le problème. Merci à tous, merci Madame la Ministre, merci Monsieur l'administrateur provisoire, merci Monsieur les présidents et directeurs, et donc à très bientôt dans les ateliers. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Mais comme toute